Et là, on en est arrivé à un point où, effectivement, on ne peut plus travailler dans ces conditions. Il y a effectivement une idéologie au sein de l'éducation nationale, partagée par certains, que l'on peut considérer comme complètement laxiste et qui refuse tout simplement la discipline et qui l'assume. On croit que mettre, par exemple, à des travaux indigents des notes, de mauvaises notes, c'est stigmatiser l'élève ou c'est lui faire infliger une violence insupportable. Là, on a en fait des diplômes en chocolat qui sont distribués à des gens qui n'ont absolument rien appris. Bonjour René Chiche, merci d'avoir accepté Bonjour. notre invitation. Alors, vous êtes professeur agrégé de philosophie, vous enseignez au lycée depuis une trentaine d'années, vous êtes aussi vice-président du syndicat Action et Démocratie CFE-CGC, membre du Conseil supérieur de l'éducation et auteur du livre La désinstruction nationale, paru aux éditions Ovadia. Alors, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Dans ce livre, en fait, vous faites un état des lieux des dysfonctionnements qui affectent l'éducation nationale et vous alertez sur la désinstruction dont la jeunesse est victime. Une désinstruction qui est, selon vous, une calamité nationale, mais aussi un crime contre l'humanité et une faute majeure envers nos enfants. Vous expliquez notamment que de très nombreux élèves sont désormais quasi illettrés au moment de quitter l'enseignement secondaire. Et vous précisez d'ailleurs que ce quasi-illettrisme ne concerne pas exclusivement ni spécialement les élèves issus de milieux défavorisés, mais qu'il s'agit d'un phénomène de grande ampleur. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quelles sont les principales causes de l'effondrement du niveau scolaire en France? Alors, les causes de cette situation sont nombreuses. Elles s'entremêlent, elles s'enchevêtrent de façon complexe. Je pense qu'il y a des causes qui sont propres à l'école et des causes qui sont extérieures à l'école. Il y a en particulier, à l'heure actuelle, des évolutions de la société qui travaillent dans un sens exactement opposé à celui dans lequel est censé travailler l'école. Mais ces évolutions n'auraient pas de tels effets si l'école était forte et continuait à faire son devoir. En revanche, ce qui nous apparaît de plus en plus, c'est que, et c'est ce que j'appelle, c'est pour ça que j'emploie le terme de désinstruction, c'est que l'institution elle-même, qui est chargée de fournir des éléments de repère au sein de la société, sans nécessairement suivre toutes ces évolutions, eh bien, cette institution n'a plus elle-même ses propres repères et se contente finalement de suivre le mouvement général. Prenons un exemple. En fait, ce n'est pas un exemple, c'est un point capital. Il s'agit du langage. Il s'agit de l'usage du langage, du vocabulaire, de la syntaxe, etc. À l'heure actuelle, on le voit bien, nous disposons de technologies qui tendent à nous dispenser de faire des phrases un petit peu élaborées. Je pense en particulier aux smartphones, dont nos élèves d'ailleurs sont véritablement des usagers addicts, pour ainsi dire, au point que dès que, moi je le constate tous les jours, dès que le cours est terminé, le premier réflexe de ces élèves, c'est de sortir leur smartphone et puis de regarder combien de flammes ils ont sur je ne sais pas quelle application, parce que ça va plus loin qu'à l'époque, enfin, quand ça a commencé, c'était les SMS et l'abréviation, l'usage de l'abréviation et d'une espèce de langue qui est en fait une langue qui sert plus à communiquer qu'à réfléchir. Mais là, on est passé à une vitesse supérieure, parce que maintenant, on n'échange plus que que des symboles, des émoticônes, comme on dit. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la langue, c'est l'élément de la pensée. C'est l'élément de la pensée. Si l'on compare la formation de l'esprit humain avec la formation du corps, il est évident qu'un corps qui n'est pas entraîné, qui ne s'exerce pas, ses puissances
s'atrophie. Moi, parfois, quand j'aborde ces sujets avec mes propres élèves, quand je traite par exemple de la technique, etc., j'utilise la métaphore suivante qui est que si on prend l'exemple d'une voiture, par exemple, une voiture, c'est un objet qui nous facilite un tas de choses au quotidien, mais qui ne nous dispense pas d'utiliser nos jambes. On peut toujours marcher, quoi. Alors que les technologies qu'on cherche à imposer ou qui de fait se répandent sans qu'on... Bon, moi, je ne fais pas de procès d'intention, hein. Je constate simplement qu'elles sont devenues... qu'elles sont tellement répandues, qu'elles sont devenues inévitables, mais ce sont des technologies qui reviennent effectivement à utiliser une voiture qui nous empêcherait de nous servir de nos jambes. Et au bout d'un moment, nos jambes, elles sont atrophiées et on ne peut plus se tenir debout. C'est exactement ce que j'observe. Moi, ce que je commence par dire dans ce livre, c'est que on se retrouve avec des élèves qui n'ont absolument plus l'habitude de manier le langage, qui n'ont plus l'habitude de lire, ou qui ont les plus grandes difficultés à lire. En tout cas, pour qui nous sommes au pays de Descartes, pour qui lire une phrase de Descartes représente un exploit considérable. Mais moi, j'enseigne en terminale dans les séries générales. Donc, il faut bien voir que je suis censé avoir les élèves qui ont le plus d'aptitude à cela. Eh bien, en fait, ils ne les ont plus. Et ça veut dire que pendant toute leur scolarité, finalement, ils ont pu passer sous les radars. Ils ont pu franchir un certain nombre d'obstacles, suivre un parcours, sans que on s'interroge sur ce qu'ils savaient faire effectivement. Et arriver en terminale, évidemment, c'est trop tard. Maintenant, arrivé dans le supérieur, on en est au point d'introduire dans l'enseignement supérieur ce qu'on appelle de la remédiation. Et ce qu'on fait dans le supérieur, en fait, c'est ce qu'on a fait depuis quelques années dans le lycée, à savoir introduire ce qu'on appelle de l'accompagnement personnalisé, de l'aide individuelle, sans se rendre compte que si l'école instruisait, on n'aurait absolument pas besoin de faire cela. La remédiation, c'est précisément la preuve que en fait, on a accordé à des jeunes des diplômes qui ne correspondent absolument pas à leur niveau. Voilà. Donc, il y a des causes extérieures, et vous voyez, même dans ma présentation, je fais intervenir ce qui se passe au sein de l'école, parce qu'effectivement, il y a des causes internes dans le fonctionnement même de l'institution scolaire. Alors, ces causes, elles sont très nombreuses aussi. Je veux dire qu'il y a eu, pendant 40 ans, des réformes systémiques de l'éducation nationale, dont des ministres n'ont jamais rendu des comptes. C'est-à-dire que lorsque, lorsqu'on modifie de façon profonde un niveau, un échelon, la moindre des choses, avant de se précipiter à réformer sa propre réforme, comme d'ailleurs vient de le faire Jean-Michel Blanquer avec le baccalauréat, il faut quand même tirer le bilan, il faut faire une évaluation. Et en fait, on ne les fait pas, on ne les fait jamais. Maintenant, ça commence à se dire, ça commence à se savoir, parce que les journalistes spécialisés en éducation font grand cas des tests, des comparaisons internationales qui montrent que la France n'est pas du tout bien classée, qu'elle a même perdu énormément de place. Moi, je n'accorde pas beaucoup de valeur à ces tests pour deux raisons. La première, c'est que, d'ailleurs, je le dis dès le début de mon livre, je préfère montrer l'exemple d'une copie parce que là, on voit ce que c'est que la désinstruction. La première raison, c'est que il y a des pays dans lesquels on se prépare, on prépare les élèves à faire ces tests-là, et donc ces tests ont en fait un effet Potemkin, quoi. Voilà. On veut paraître
on veut être bien placé dans les classements, mais ça n'indique en réalité pas grand-chose du niveau d'instruction réel. La deuxième raison, c'est que ces tests sont fondés sur des protocoles et sur une méthodologie qui passe à côté de l'essentiel, en fait. Et c'est ce qu'on voit, effectivement, quand on commence à lire des copies. J'ai pris sur moi, j'ouvre ce livre avec un chapitre qui contient un extrait d'une copie. J'ai pris sur moi de le faire, mais vous savez, en réalité, je pense qu'on devrait mettre à disposition de tous les chercheurs les copies des élèves, parce que ce qu'on y voit dans ces copies-là, c'est une absence totale de logique, une absence totale de familiarité avec le langage, une extrême difficulté à formuler une pensée, et cela n'est pas du tout, comment dirais-je, n'est pas du tout correctement évalué par les tests qui permettent de faire des comparaisons internationales. Voilà. Alors effectivement, maintenant on commence à en prendre conscience à cause de ça, mais voilà, c'est un petit point de l'iceberg, si on peut dire. Alors effectivement, dans votre livre, vous écrivez que l'institution scolaire déploie un zèle inouï afin d'entretenir le mensonge sur le mal qu'elle cause à la jeunesse. Vous ajoutez un peu plus loin que le niveau scolaire fait l'objet du plus gros mensonge d'État de notre temps. Pourquoi est-ce qu'il existe en fait une telle omerta sur l'effondrement du niveau scolaire de la part de nos dirigeants en fait? Comment est-ce que vous expliquez cette forme de fuite en avant de l'éducation nationale? Bien, là, on va aborder une des causes, parce qu'effectivement, j'ai commencé par dire que les causes étaient nombreuses et qu'elles se sont chevêtrées de façon complexe. Une des causes de la désinstruction, c'est le désir individuel de réussite de ses enfants, de ses petits-enfants, et ainsi de suite. Et là, vous voyez que je n'ai pas mis en cause les ministres qui, en réalité, ne pourraient pas faire ce qu'ils font s'il n'y avait pas un consensus dans la société là-dessus. Apparemment, le fait de produire les preuves de la désinstruction, ça émeut sur le moment. C'est vrai que j'ai constaté à chaque fois que je l'ai fait que beaucoup de gens étaient scandalisés, étaient attristés, étaient consternés, mais ça n'a aucun effet dans le fonctionnement de l'institution. Et pour répondre précisément à votre question, ce qui se passe, c'est que depuis... il y a eu un tournant avec la loi Jospin en 1989. C'est lui qui a mis l'enfant au centre et qui a surtout, par une loi vraiment scélérate, mis comme objectif à l'institution la réussite. Et la réussite à la place de l'instruction. C'est-à-dire que, l'instruction, c'est un devoir, mais l'instruction, c'est pas facile. L'instruction, ça demande du travail, l'instruction, ça suppose des échecs, c'est comme apprendre à marcher, on commence par tomber. Mais à partir du moment où la loi elle-même, qui régit le fonctionnement quotidien de l'institution, présente non plus l'instruction, mais la réussite comme un but, alors là, on introduit une espèce de perversion au sein même du système, où, après tout, personne ne veut l'échec, y compris parmi les professeurs. Les professeurs ne veulent pas l'échec de leurs élèves. Et donc, la réussite et ce qu'on appelle aujourd'hui la bienveillance, et qui en fait est un mot qui sert la plupart du temps à dissimuler une forme de renoncement et de lâcheté, fait que on ne veut pas, ou on croit que mettre, par exemple, à des travaux indigents des notes, de mauvaises notes, c'est stigmatiser l'élève ou c'est lui infliger une violence insupportable. Donc,
on ne veut pas se mettre en face des difficultés, et du coup, on pompe tout le monde. À commencer par ces élèves à qui non seulement on n'apprend pas ce qu'on devrait leur apprendre, mais que l'on va faire passer pour dyslexiques, parce que ça c'est devenu un phénomène, une explosion de dyslexiques en ce moment dans l'éducation nationale, c'est incroyable. Il y a 40 ans, moi je connaissais, il n'y avait pas de dyslexiques dans les classes. Alors certainement, on va me dire, c'est parce qu'il y a 40 ans, on était réac et on ne faisait pas attention aux élèves. Non, ce n'est pas vrai du tout. Il y a peut-être effectivement quelques vrais dyslexiques, de vrais dyslexiques, mais on voit bien qu'il y a toute une catégorie d'élèves qui sont qualifiés ainsi tout simplement parce que ce qu'on ne leur a pas appris, on le leur impute comme si c'était de leur faute. Et ça, c'est véritablement scandaleux et monstrueux. Moi, je ne fais pas de différence entre des élèves qui me sont présentés comme dyslexiques et presque 60% des autres qui ne savent plus même tenir un stylo, quoi, parce qu'effectivement, on en est là aussi. Or, ce n'est pas un détail, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que, quelles que soient les technologies, ce qui ne varie pas, c'est le corps humain, la structure du corps humain, dont les capacités intellectuelles ne sont que des conséquences. Il suffit de lire, par exemple, Spinoza pour le comprendre très clairement. Et le stylo, le livre, ce sont des outils qui sont à la mesure du corps humain, qui sont conformes à la nature du corps et qui permettent effectivement d'en exercer les puissances, tandis que certaines technologies, dont celles que nous utilisons en ce moment, nous donnent davantage l'illusion de puissance que la puissance réelle. Voilà, il faudrait que je m'appuie, pour expliquer cela de façon plus approfondie, il faudrait que je m'appuie sur les excellentes et très profondes analyses d'Alain dans le système des beaux-arts, quand il fait comprendre que c'est la résistance de la matière qui permet au génie de s'exprimer. Et la résistance de la matière, c'est précisément ce qui manque avec ce qu'on appelle la dématérialisation, justement. Et la dématérialisation, c'est pas du tout un progrès pour la pensée, figurez-vous, ça va même sans doute l'appauvrir d'une façon assez grave et peut-être irréversible. Alors, vous écrivez aussi que la République ne fait plus observer la discipline dans les écoles de peur d'être trop sévère. Elle renonce à faire respecter la grammaire et l'orthographe de peur d'être trop élitiste. Est-ce que cette notion d'égalité, qui fait partie de la devise républicaine, n'a pas aussi été dévoyée sous couvert de lutte contre les injustices, conduisant finalement à un nivellement vers le bas? Est-ce que les élèves issus de milieux peu favorisés ne sont finalement pas les premières victimes aussi de cette passion pour l'égalitarisme qui semble animer l'institution scolaire? Tout à fait. Alors, dans votre question, il y a deux choses. Il y a une première chose sur laquelle j'aimerais revenir un tout petit peu, puisque vous avez employé le mot discipline. C'est un mot très important, c'est un mot, comme tous les mots de la langue d'ailleurs, riche de sens. Le français, les mathématiques, la géographie, les langues, etc., la philosophie, ce sont des disciplines. La discipline, c'est quoi? C'est simplement l'ordre dans ses pensées, l'ordre dans ses émotions, l'ordre dans son corps également. Et on ne doit pas réduire la discipline simplement ou en donner une vision caricaturale en faisant croire que la discipline, c'est simplement marcher au pas. Non, c'est pas du tout ça. Mais il y a quelque chose qui est tout à fait remarquable. Moi, dans mon lycée, mon lycée jouxte une école primaire. Et comme je suis dans le sud de la France, on fait souvent cours les fenêtres, on fait cours les fenêtres ouvertes. Et à certaines heures, je ne peux plus faire cours. Non pas parce qu'il y a du bruit dans la classe, au contraire, dans la classe, il n'y a pas de bruit, mais parce que dans la cour de l'école primaire à côté, c'est une espèce de capharnaüm, un bruit infernal en permanence.
Et ça, vous avez des gens qui ont inventé une discipline qui n'a pas d'objet, qu'ils ont intitulé les sciences de l'éducation. Il y a des gens qui ont eu l'audace, l'outrecuidance de qualifier ce bruit de bruit pédagogique. C'est-à-dire de considérer que il ne fallait pas l'empêcher, ce bruit. Bon, il est évident que si on habitue dès le plus jeune âge les élèves à se comporter à l'école comme s'ils étaient sur la plage ou je ne sais où, on peut rien leur apprendre. Et ça persiste très longtemps, c'est-à-dire que vous avez effectivement une quantité phénoménale d'endroits en France, d'établissements scolaires, de classes, dans lesquels il y a du bruit. Et ce bruit fait qu'on n'y fait rien. On ne peut pas se concentrer dans le bruit, on ne peut pas être attentif à quoi que ce soit dans le bruit. J'aime bien, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans mon livre, j'aime bien toujours illustrer ce que je dis avec des anecdotes très concrètes. Donc je me permets de raconter une anecdote très concrète. Un jour, j'étais intéressé par cette innovation qu'on appelait les sections européennes et j'ai demandé à un collègue si je pouvais assister à son cours, c'était un collègue d'histoire-géographie, à son cours en DNL, en discipline non linguistique, donc il donnait un cours d'histoire en anglais. Et évidemment, vous devinez que ce sont les meilleurs élèves du lycée qui choisissaient cette option-là, et donc je me retrouvais dans la classe dont les élèves avaient été triés sur le volet. Eh bien, j'étais absolument sidéré, parce que les élèves n'écoutaient absolument pas le professeur. Sauf que le professeur, de temps en temps, écrivait au tableau, et alors là, d'une façon complètement mécanique, les élèves notaient sur leur cahier ce qui était écrit au tableau, tout en continuant leur bavardage avec leurs camarades. Ben, c'est pas ça un cours. C'est pas ça un cours. Donc, effectivement, la discipline, c'est l'essentiel. Et il n'y a plus aucune discipline qui règne dans les établissements scolaires, ou très peu. D'abord parce qu'effectivement, on tolère cela, on tolère le bruit. Ensuite, parce que il y a effectivement une idéologie au sein de l'éducation nationale partagée par certains que l'on peut considérer comme complètement laxiste et qui refuse tout simplement la discipline et qui l'assume. Il l'assume en considérant que la discipline, c'est d'un autre âge, c'est une violence symbolique, etc. Bon, dans ce cas-là, on a des écoles qui n'ont plus d'école que le nom parce qu'en fait, on n'y fait absolument rien et on pourrait très bien passer son temps sur la plage, ça reviendrait strictement au même. Donc ça, c'était le premier point de votre question. Le deuxième point de votre question, c'est l'égalité, ben, évidemment. Ceux qui vont le plus pâtir de cela, c'est ceux qui n'ont pas ce qu'on appelle le capital social, le capital culturel chez eux. Moi, je voudrais d'abord dire une chose, parce que c'est quand même extrêmement grave. Je ne serais pas devant vous, je n'aurais pas été professeur de philosophie, si je n'avais pas eu la possibilité, quand j'étais au collège, d'étudier, de choisir d'étudier en plus, c'est-à-dire en option, le latin et le grec. Et mon emploi du temps était blindé au point que les cours de grec, ils nous étaient donnés à l'heure du repas. Mais personne n'avait l'idée de s'en plaindre, alors qu'aujourd'hui, vous auriez des associations de parents d'élèves et des chronobiologistes et des spécialistes de tout et de rien qui hurleraient qu'on fait une violence à l'enfant si on lui accorde une demi-heure pour manger pour lui donner un cours de grec. J'ai eu cette chance. Cette chance. C'était pas une chance à l'époque. C'était le devoir de l'État de donner cette instruction et voilà, il y avait cette possibilité. Ce que je ne tolère pas, c'est que les enfants qui naissent aujourd'hui n'aient plus ce droit. Ça veut dire que très objectivement, on a réduit les possibilités qui étaient offertes à chacun de s'instruire selon son désir, selon ses compétences, selon le temps qu'il pouvait employer pour se faire, comme le disait Condorcet à l'époque, parce que c'est ça l'instruction.
Et l'instruction, ça ne signifie pas forcément que tout le monde devienne chirurgien ou avocat. C'est pas ça du tout, l'instruction. L'instruction, c'est le fait de donner à tous, effectivement, les connaissances nécessaires pour que dans sa vie, il n'ait pas besoin de dépendre d'autrui. Et naturellement, les disciplines les plus essentielles pour cela sont celles qui permettent non seulement d'une part l'acquisition du langage, mais d'autre part aussi l'acquisition du raisonnement. Bon. À partir du moment où, à l'école maintenant, ces choses-là sont reléguées comme des activités presque tolérées, mais accessoires, et que ce qui occupe pour la plus grande part l'institution, ce sont des enseignements complètement vides du point de vue disciplinaire, mais très à la mode. En particulier, tout ce qui concerne les valeurs de la République et ce genre de choses. Ce que j'appelle en fait des heures de rien. Et bien effectivement, les seuls qui vont pâtir de la désinstruction, c'est ceux qui n'auront pas la chance d'avoir ce que j'ai derrière moi, là, c'est-à-dire une bibliothèque. Parce que je sais bien que la majorité des foyers français n'est pas, n'est pas forcément cultivée ou désireuse de lire des livres qui demandent quand même un peu de réflexion. Voilà, c'est pas du loisir, la culture. Hein. La culture, c'est pas le passe culture. La culture, c'est pas le festival de Cannes non plus. La culture, c'est les classiques déjà. Et effectivement, ce sont les élèves qui attendaient tout de l'école qui vont effectivement subir le plus de plein fouet cette désinstruction. Mais si ça c'est évident, je voudrais quand même préciser que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les autres sont également touchés par ces instructions. C'est-à-dire qu'il y a quand même effectivement un effondrement général, non pas du niveau le plus faible, mais même du niveau le plus élevé. C'est-à-dire un effondrement aussi du niveau de l'élite. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas dit souvent, parce qu'on imagine que le but de tous ces ministres, c'est de favoriser des écoles privées dans lesquelles l'élite place ses enfants pour se reproduire, etc., selon un espèce de Bourdieu, de sociologie bourdieusienne de bas niveau. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus graves que ça, et d'ailleurs on le voit avec ceux qui sortent actuellement de ces grandes écoles. Bon, on en a un qui est président de la République, enfin ils sont tous comme ça. C'est que le niveau de l'élite a chuté aussi, parce que en fait, la désinstruction fait que on obtient un semblant de réussite, même si finalement on n'a rien appris. Et ce sont en fait les habiles qui réussissent, mais pas forcément les instruits. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, d'une certaine façon, l'égalité, elle est toujours là, en un sens, au sens où, je veux dire, tout le monde en pâtit, quoi. Bon, plus ou moins gravement, mais en un sens, tout le monde en pâtit. Vous écrivez aussi que on saccage l'école parce qu'on laisse des charlatans qui n'ont aucune connaissance de la nature, de l'esprit humain et de ce qui lui convient y faire des réformes toutes plus mal inspirées les unes que les autres. Alors finalement, est-ce que l'effondrement de l'institution scolaire serait seulement le fait d'une petite poignée d'idéologues, ou est-ce que la responsabilité est davantage partagée? Bien sûr qu'elle est partagée. En fait, les responsabilités sont nombreuses, elles sont collectives, mais il faut bien voir qui intervient et qui joue quel rôle. Vous avez d'une part, évidemment,
les ministres. Enfin, les ministres, à eux seuls, ils ne pourraient rien. Il y a effectivement, au sein même de l'institution, il y a des mutations qui se sont produites. Dans les corporations elles-mêmes, et en particulier dans une corporation qui avait un rôle absolument fondamental pour garantir son bon fonctionnement. Je pense ici à l'inspection. Le corps des inspecteurs était jadis fourni par des professeurs qui qui se considéraient pas du tout comme des supérieurs hiérarchiques par rapport à leurs collègues, mais comme des pairs tout simplement, et qui assuraient en quelque sorte vis-à-vis de l'administration l'autonomie intellectuelle et morale du professeur qui est indispensable. Parce que même si on a dans l'école publique le statut de fonctionnaire, il faut bien comprendre que cette profession, la profession intellectuelle, elle est de nature et d'essence libérale, au sens, non pas au sens moderne du mot, mais au sens antique du mot. Et donc les inspecteurs, pendant longtemps, comment dirais-je, les professeurs étaient soumis à une double tutelle. Ils avaient des comptes à rendre à l'administration sur le plan administratif, mais pas sur le plan pédagogique, pas sur le plan de leur enseignement. Parce que le jugement sur leur enseignement relevait des pairs, des pairs PAIR, évidemment, c'est-à-dire de ceux qui s'y connaissent. Or, le problème, c'est que ces gens-là se sont renouvelés, et ceux qui ont pris la relève étaient davantage animés par un appétit de domination que par des principes et une haute idée de leur mission. Si bien que petit à petit, au sein du corps des inspecteurs, s'est développée cette idéologie que certains hommes politiques appellent, c'est une caricature, appellent le pédagogisme. Mais c'est pas né comme ça, le pédagogisme. Parce que si vous voulez, bon, il y a toujours eu des mouvements pédagogiques et des gens qui réfléchissaient, je veux dire, des Freinet et compagnie. Bon, c'était gentil, c'était gentillet, mais ça n'aurait pas pu avoir une telle influence sur la modification profonde des programmes, sur la modification profonde des structures, etc., s'il n'y avait pas eu d'abord au sein même de l'institution des gens qui se sont jetés sur ces idées-là, s'en sont fait les promoteurs, et qui en plus ont été écoutés par des politiques, et surtout par des politiques de gauche, il faut bien le dire, il faut bien le reconnaître. Je citais tout à l'heure la loi Jospin, mais c'est quand même essentiellement des organisations se revendiquant, classées à gauche, qui ont imposé ce genre d'idéologie dans l'institution. Et maintenant, on en est arrivé à un point où le simple bon sens éducatif est presque considéré comme une marque d'extrémisme, de réaction, de fascisme. Moi, en fait, je me fais traiter tous les noms par certains. Alors que quand nous sommes avec ces mêmes personnes, quand nous sommes au sein, par exemple, d'un conseil de classe ou dans un établissement, on a tous le même vécu, et on a tous les mêmes jugements en réalité. Mais c'est au niveau des représentations que ça change. Et donc là, effectivement, il y a sans doute des responsabilités ministérielles, mais il y a aussi des responsabilités à tous les échelons. Par exemple, il y a des responsabilités au sein des organisations syndicales qui ont accompagné cela, qui ont plébiscité certaines de ces évolutions au nom de la démocratisation, par exemple. Et vous avez aussi le rôle considérable de ce que j'appelle les parents d'élèves professionnels.
Et effectivement, pour certains politiques, ce sont des électeurs, tous ces gens-là. Donc, il suffisait effectivement d'ouvrir les portes de l'école aux parents d'élèves pour aboutir à la situation dans laquelle on est maintenant. Et effectivement, ça fait partie des choses qu'on ne peut plus dire parce que d'abord, c'est gravé dans le marbre de la loi. La loi parle de la communauté éducative. Mais qu'est-ce que ça donne, la communauté éducative? Parce que on peut prendre cette expression dans un bon sens, mais le bon sens, c'est que effectivement des parents qui soutiennent le travail des professeurs, c'est-à-dire qui éduquent leurs enfants, et ben effectivement, ils font une partie du boulot. Et là, ce qu'on appelle de nos jours la communauté éducative, c'est pas ça. Ce sont des parents qui prétendent dire au professeur comment il doit faire son travail. Vous avez des associations de parents d'élèves qui, aujourd'hui, siègent au Conseil supérieur de l'éducation et qui se permettent de se prononcer sur les réformes en cours. Mais au nom de quoi? Et qui se permettent aussi de se prononcer sur les programmes scolaires, mais au nom de quoi? Et qui maintenant vont, grâce aux dernières réformes en cours, annoncées juste il y a 2 semaines par Jean-Michel Blanquer, vont aussi se permettre de se prononcer sur la notation mise par le professeur. Et ça, vous voyez que ça, c'est beaucoup plus grave que finalement les responsabilités qu'on peut trouver du côté politique, parce que c'est dans le fonctionnement quotidien que les choses commencent et qu'elles se terminent aussi. Les ministres, de leur côté, eux, ils passent et puis ils ne rendent aucun compte, ils coulent des jours heureux. Mais ce sont effectivement des responsabilités collectives, je tiens à le dire. Alors vous évoquiez tout à l'heure en fait la notion de réussite qui avait remplacé celle d'instruction au sein de l'école. Est-ce que finalement on assiste à une forme de marchandisation de l'école où l'élève est devenu un simple consommateur ou un usager? Déjà, ce sont des mots très, très, très importants que vous venez de prononcer. Consommateur et usager. Consommateur, oui, tout a été fait pour installer effectivement l'élève dans cette position de consommateur, à commencer effectivement par le fait de lui promettre la réussite. Le mot usager, en revanche, vous savez, bon, on peut être un usager du train, on peut être un usager de la poste, on peut être un usager des services publics, mais on n'est pas un usager de la justice. On est un justiciable. On n'est pas un usager des institutions régaliennes. Et c'est vrai que vous avez, parmi ceux qui s'occupent de l'école et parmi ceux qui prétendent la défendre, une immense majorité qui ne parle plus de l'école comme d'une institution, mais comme d'un service public. Et un service, ça suppose effectivement la satisfaction de l'usager. Donc, dans le vocabulaire, on voit bien qu'il y a déjà des repères qui sont perdus chez certains. Évidemment, c'est pas la seule explication, mais vous avez aussi des gens qui sont vraiment intéressés par la désinstruction. Mais quand je dis intéressés, c'est au sens financier du terme, au sens où ils peuvent en tirer profit. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Vous avez sans doute connu ça vous-même à l'époque. Le baccalauréat a toujours été l'occasion pour un tas de gens de proposer des ouvrages qui promettaient la réussite en 4 parties, en 3 petits volumes, etc. Donc, vous avez l'industrie des manuels, vous avez l'industrie du parascolaire, et il y a un tas de gens, effectivement, qui maintenant utilisent Internet pour faire la même chose. Ça donne quoi dans la réalité? Ça donne que maintenant, on ne peut plus donner un travail à faire à la maison à des élèves parce que le travail qu'ils nous rendent, on est sûr qu'ils ne l'auront pas fait eux-mêmes. Et là, on en est arrivé à un point où, effectivement, on ne peut plus travailler.
dans ces conditions. Moi, je pense effectivement qu'on a complètement détruit l'institution en faisant croire que, en plus, la réussite, c'était d'avoir le baccalauréat. Parce que du coup, on a créé une pression considérable sur cet examen et on a poussé des élèves qui n'avaient, pour beaucoup, absolument aucun goût pour cela, à poursuivre des études, en fait, à contresens. Je dis à contresens parce que le baccalauréat général, c'est d'abord le premier grade de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire, en fait, c'est l'étape qui permet de poursuivre des études longues, des études supérieures longues. Et moi, quand j'interroge mes élèves en terminale, je dis en terminale de série générale, et même parfois dans des très bonnes classes, j'ai entre 40 et 60% des élèves qui me disent « Mais nous, on ne veut pas faire des études longues. » Alors, en fait, on a poussé vers le baccalauréat des élèves qui auraient pu faire mieux dans d'autres conditions. Je pense qu'il y a un très gros problème avec l'enseignement professionnel dans notre pays et avec aussi ce qu'on a appelé l'enseignement technologique, c'est-à-dire un baccalauréat qui permettait finalement de faire des études supérieures mais courtes. Et que si on voulait vraiment résoudre le problème de la désinstruction, il faudrait commencer par là. Il faudrait commencer par rendre à chacune des filières son véritable sens, quitte à permettre, parce que ça ne doit pas être des voies de garage ni dans un sens ni dans l'autre, mais quitte à permettre effectivement de cumuler plusieurs baccalauréats, finalement plusieurs profils d'études et pas transformer ces études en voie de garage. Mais moi, je suis absolument persuadé, voyez-vous, que 60% au moins, au bas mot, 60% des élèves qui se présentent actuellement au baccalauréat n'y sont pas à leur place. Et en fait, on le voit très bien de toute façon, puisque ça représente à peu près le même taux que celui de l'échec en première année de l'enseignement supérieur. Alors, qui les a poussés? Moi, parfois, je leur pose des questions directement, très franchement, et ils me répondent aussi très franchement, mais c'est nos parents. C'est nos parents qui veulent qu'on ait le baccalauréat. Et de proche en proche, on pourrait dire c'est la société tout entière qui veut que tout le monde ait le baccalauréat. Tout le monde se souvient évidemment de ce qu'avait dit Chevènement à une époque sur les 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Mais non, c'est pas ça l'instruction. L'instruction, c'est 100% des élèves, quel que soit leur niveau, mais apprennent quelque chose vraiment. Et là, on a en fait des diplômes en chocolat qui sont distribués à des gens qui n'ont absolument rien appris. Donc, évidemment, ça va pas. Et il est temps de s'en rendre compte. Mais enfin, je pense qu'on s'en est rendu compte, mais il est surtout temps de se relever. Et là, ça a l'air plus compliqué, parce que si vous prêtez un peu l'oreille aux différents partis politiques ou différentes organisations qui se soucient de la question scolaire, on a le sentiment que personne ne veut prendre le taureau par les cornes. Et que même la plupart veulent continuer dans cette voie, quoi. Alors, vous parliez du baccalauréat. Quelle est sa valeur aujourd'hui, en fait? Je crois que vous aviez parlé d'un baccalauréat au rabais sur Sud Radio récemment. Et qu'est-ce que vous pensez des réformes, en fait, la réforme du lycée, donc notamment avec la suppression des filières, et puis cette introduction aussi du contrôle continu dans l'examen du baccalauréat? Alors pour le baccalauréat, moi je vais vous dire des choses qui vont vous surprendre, mais
je pense que le baccalauréat était devenu déjà, pas une usine à gaz, mais enfin, il était déjà, sa valeur était déjà bien problématique. En fait, elle est problématique à peu près depuis le passage de Bayrou au ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale. À cette époque, il a effectué une réforme du baccalauréat et surtout des coefficients en attribuant à certaines matières par rapport à d'autres des coefficients dans des différences de proportion telles que finalement on pouvait obtenir ce diplôme, alors qu'on parle de l'enseignement général, là je parle de l'enseignement général, on pouvait obtenir ce diplôme avec des notes catastrophiques dans l'enseignement général et d'excellentes notes dans une ou deux disciplines. Moi, je me souviens très bien de ce jour où je participais à un jury de baccalauréat en série, en mathématiques, ça s'appelait série S à l'époque, où on délivrait le baccalauréat à des élèves qui avaient 3 en mathématiques. 3 en mathématiques. Mais ils étaient bacheliers de S. Alors, ils avaient 18 en italien, ils avaient 16 en SVT. Enfin, vraiment, cet écart entre les disciplines était déjà la porte ouverte à la situation dans laquelle on est maintenant. Je pense que, bien entendu, il faut qu'il y ait des dominantes et quand on choisit de faire un parcours plutôt ceci, plutôt cela, que cela se traduise par des différences de coefficients, mais pas de 1 à 12, des différences de coefficients de 1 à 2, par exemple. Ne serait-ce que cette chose-là, si on l'avait faite, on aurait conservé cet examen toute sa valeur, et notamment sa valeur générale, puisqu'on appelle ça le baccalauréat général. Non seulement il y a eu cette réforme catastrophique de Bayrou, mais ensuite, ça a été de pire en pire et jusqu'à la réforme Blanquer qui, alors, elle, achève complètement cette évolution et constitue un véritable désastre puisque vous avez maintenant des coefficients extrêmement lourds qui sont accordés à des épreuves qui ne sont pas du tout des épreuves. Je pense en particulier au grand oral qui dure 5 minutes et qui donne, qui est simplement la nouvelle mouture de ce que jadis un des grands, j'allais dire un assassin de l'école, mais en fait non, il n'est pas ça. C'est une journaliste qui l'a présenté comme un assassin de l'école. Je pense à Philippe Nérieux, j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Non, c'est justement pas un assassin de l'école, mais enfin bon, c'est un de ceux qui ont fait beaucoup de mal. Avait introduit, quand il avait été appelé par Claude Allègre au ministère pour réformer le lycée, parce que le lycée, voilà, ça fait déjà plus de 30 ans qu'on le réforme, et lui, il avait appelé ça les travaux personnels encadrés, les TPE. Et les TPE, c'était en fait, c'était des heures dans lesquelles les élèves ne faisaient rien, sinon allaient chercher n'importe quoi sur Internet pour faire des copier-coller sur des sujets qui les intéressaient. Mais bon, dans le bac ancienne formule, ces TPE, alors évidemment, les notes étaient faramineuses, mais ces TPE ne pesaient pas grand-chose dans l'obtention du baccalauréat. Le grand oral de Blanquer, c'est la même chose que le TPE en réalité. Des élèves qui choisissent des sujets, puis en fait, ils font. Alors, c'est présenté autrement, mais le fond, c'est ça. Et simplement, ça a un coefficient 2 fois supérieur à la seule épreuve écrite terminale qui reste dans ce baccalauréat, c'est-à-dire l'épreuve de philosophie. On est passé d'une épreuve de philosophie qui vaut maintenant 8% de la note finale à un grand oral qui vaut le double, 16% de la note finale. En une épreuve écrite qui dure 4 heures et qui est anonyme, qui rapporte 2 fois moins de points qu'une épreuve orale qui dure 5 minutes et qui n'est pas anonyme et qui en plus n'est pas du tout une épreuve disciplinaire. Donc effectivement, là, on est arrivé au-delà du ridicule, au-delà du simulacre. C'est un simulacre.
il n'y a plus de baccalauréat parce qu'il n'y a plus d'épreuves. J'entends bien que il y avait des défauts et qu'on aurait pu effectivement les traiter convenablement. Moi, j'ai participé, puisque vous m'avez présenté, effectivement, je suis un des vice-présidents d'Action et Démocratie, j'ai été reçu par Pierre Mathiot quand il a fait sa consultation. Et la première chose que j'ai dite, c'est, mais avant de faire une réforme du baccalauréat, dites clairement quelles sont les difficultés que vous voulez résoudre, parce qu'en fait, là, on est dans la pure idéologie, quoi. On continue à aller dans une même direction en ne regardant pas le réel. Et le réel, pendant ce temps, il s'abîme. Et je pense qu'il est arrivé à un tel degré déplorable que je ne sais même pas si on peut reconstruire l'école, en fait. Je sais qu'il le faut, mais je ne sais pas si on le peut. Et quelles sont, selon vous, les solutions à mettre en œuvre? Vous dites que finalement, en fait, davantage de moyens, ça ne servirait pas nécessairement à grand-chose. Vous dites que c'est du bon sens et pas seulement de milliards dont on a besoin pour redresser l'école. Mettre davantage de moyens pour faire la même chose que ce qui est fait présentement n'aura en réalité pas d'autres conséquences qu'augmenter le coût de la désinstruction. Alors pour vous, voilà, quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour que l'école retrouve son rôle et sa vocation? Alors ça, je pense que c'est un chapitre que j'aurais dû écrire et que je n'ai pas intégré dans ce livre, mais s'il y en a une autre édition, il est question d'en faire une deuxième édition d'ailleurs, je pense que j'ajouterai effectivement à la fin un chapitre intitulé Reconstruire l'école. Je ne peux pas vous dire en très peu de mots ce qu'il faut faire, mais j'y ai déjà beaucoup réfléchi et je pense avoir des propositions précises. Je pense qu'il y a deux types de choses à faire. Il y a déjà des mesures à prendre qui sont des mesures urgentes et purement fonctionnelles pour justement rétablir ou remettre cette institution sur la voie d'un fonctionnement plus sain. Donc, arrêter un certain nombre de choses et puis donner les impulsions pour que on se remette à travailler dans un bon sens. Alors ça va effectivement de la question du recrutement et de la nécessité de résoudre la crise du recrutement, donc évidemment de la rémunération, mais vous venez de me citer, je dis que ce n'est pas en multipliant les moyens qu'on va arriver à résoudre le problème. Et remettre à hauteur la rémunération des enseignants, c'est effectivement quelque chose qui va demander pas mal de moyens. Mais peut-être pas tant que ça en réalité, parce qu'il y a une grande partie des moyens actuellement utilisés qui est très mal utilisée. Donc, même si on remettait vraiment à niveau la rémunération des enseignants, je ne suis pas sûr que cela serait aussi un effort budgétaire aussi immense qu'on le croit. Mais bon, ça fait partie naturellement des choses qu'il faut faire. Tout en sachant que moi, je ne partage pas l'opinion de ceux qui en font l'alpha et l'oméga de la politique éducative, parce que il faut quand même bien se rendre compte que les professeurs ne font pas ça pour de l'argent. Alors, il faut les payer de façon juste, et effectivement, il est inadmissible que un professeur débutant soit à peine au niveau du SMIC, et puis qu'au cours de sa carrière, il n'évolue pas beaucoup plus non plus. Ça participe, voilà, des choses qu'il faut faire. Mais il y a d'autres mesures que j'appelle fonctionnelles et qui sont indispensables, aussi bien pour modifier beaucoup de choses dans le Code de l'éducation qui sont des dispositions tout à fait contraires au bon sens pédagogique, que, par exemple, de revoir complètement le fonctionnement du Conseil supérieur de l'éducation et d'en faire une instance où le ministre de l'Éducation doit rendre des comptes annuellement de l'état de l'école. Comme aux États-Unis, par exemple, le président américain fait un discours annuel sur l'état de la nation, eh bien, il faudrait qu'un ministre de l'Éducation vienne
Alors il faudrait en revoir la composition naturellement, parce que sa composition actuelle n'est absolument pas convenable. Je n'ai pas le temps de dire pourquoi, mais enfin, bon, si je vous donne un exemple, quand vous savez que sur à peu près 90 membres, vous avez la moitié qui ne viennent pas, et puis l'autre moitié, ce sont des organisations dont certaines ont 6 voix, alors que d'autres n'en ont qu'une. On se demande absolument au nom de quoi. Donc il faudrait revoir la composition du Conseil supérieur de l'éducation, mais il faudrait surtout instaurer cette règle qu'un ministre doit rendre des comptes et doit donner effectivement à une instance qui serait en quelque sorte le Parlement de l'éducation tous les éléments qui permettent effectivement de mesurer objectivement les effets de sa politique, des mesures qu'il prend. Donc ça, voilà, ça fait partie des mesures que j'appelle fonctionnelles. Je ne peux pas vous les citer toutes, mais j'en ai plein en tête. Et à côté de cela, il y a effectivement, moi je suis très réticent, je pense que gouverner, c'est pas forcément réformer, et qu'on a trop réformé, et que gouverner, c'est aussi parfois restaurer ou conserver, enfin bon, bref, la réforme pour la réforme, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais je pense néanmoins que il y a une réforme structurelle à faire sur l'organisation générale des études. Et que, en fait, on a perdu un peu le sens des choses. Plus personne, finalement, ne sait à quoi correspond l'école, à quoi correspondent les degrés, à quoi correspondent les filières, et ainsi de suite. Et là, il y a effectivement une remise à plat totale à faire pour remettre tout cela en ordre et en état de marche. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de l'enseignement professionnel. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important. On confond à tort l'enseignement professionnel avec l'exercice d'un métier manuel. Mais il n'y a absolument aucune raison pour qu'il n'y ait pas des formations professionnalisantes dans les domaines qui sont actuellement accessibles uniquement par la voie générale. Je pense au droit, par exemple. Il y a des métiers du droit qui peuvent très bien faire l'objet voilà, d'une préparation dont le but n'est pas que celui qui s'y livre s'engage ensuite à faire des études longues, mais exerce à l'issue de cette préparation, soit en capacité d'exercer un métier. Et je pense qu'effectivement, si on ouvrait l'enseignement professionnel à... je donne un autre exemple qui est celui du sport. Vous avez actuellement dans les lycées d'enseignement général énormément d'élèves qui d'ailleurs ont les plus grandes difficultés à écrire, à réfléchir, etc., mais qui, à l'issue du baccalauréat, veulent faire des études dans les métiers du sport. C'est ce qu'on appelle la filière STAPS, et qui fait partie des plus grosses filières en tension, c'est-à-dire où il y a beaucoup plus de demandes que de places. Mais imaginez un peu qu'on ait des formations professionnelles dans les métiers du sport. Je suis à peu près certain que rien que cette mesure attirerait vers l'enseignement professionnel une grande partie d'élèves qui perdent leur temps dans l'enseignement général. Et elle aurait des effets bénéfiques sur tout le système. Alors ça, effectivement, voilà, ça fait partie des solutions. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais décliner tout un programme d'action et c'est pas le sujet. Et alors, vous parlez aussi plusieurs fois de la dépression, des suicides de plusieurs professeurs. On parle assez peu de la souffrance et du désespoir dont les enseignants peuvent être la proie. Alors, quelle est l'étendue du malaise, selon vous, ce qui est de plus en plus difficile pour les professeurs d'exercer leur métier? Ben oui, parce que leur métier n'est pas défendu par celui dont c'est le devoir, déjà, c'est-à-dire le ministre. Moi, qu'il y ait des ministres de l'éducation, ça ne me dérange pas. Bon, il en faut, sans doute, pour faire fonctionner l'administration.
Mais les ministres de l'Éducation se comportent, je crois d'ailleurs que c'est une métaphore que je livre telle qu'elle à la fin de mon livre, ils se comportent un peu comme des marchands de saucisses qui viendraient dire à un charpentier comment il doit exercer son métier. Et comme ils le font tous, et qu'en plus ils ont le pouvoir, parce que voilà, c'est tout ce qu'ils ont, ils n'ont pas la légitimité, mais ils ont le pouvoir, eh bien ils passent leur temps à redéfinir le métier, à modifier le métier des professeurs. Ce qui fait que les professeurs ne font plus, enfin moi en tout cas c'est mon cas aujourd'hui, ne peuvent plus faire le métier qu'ils ont choisi. Ça va même plus loin que cela. On a parfois le sentiment que ce que l'on fait n'a pas de sens. Et ça, effectivement, psychiquement, c'est insupportable. Quand vous vous trouvez devant par exemple, je vais donner mon exemple, vous vous trouvez devant des tas de copies, 120 copies qui ne sont pas écrites en français, et que vous savez que vous ne pouvez pas mettre à ces copies les notes qu'elles méritent, elles sont indigentes, et vous voudriez mettre entre 3 et 6 à ces copies, mais vous ne pouvez pas. Et que vous mettez des notes auxquelles vous ne croyez plus vous-même, ben ça, vous pouvez le faire une fois, par exemple au moment du bac, mais si vous le faites ça en permanence, si ça devient votre métier n'a plus de sens. Et effectivement, il y a énormément de professeurs qui souffrent. Alors, il y a différentes réponses à cette souffrance. L'une de ces réponses, sans doute la moins bonne à mon avis, c'est de s'adapter, c'est-à-dire finalement de désinvestir complètement son métier et d'aller au lycée comme on va toucher sa paye, quoi, hein, ou comme on va pointer à l'usine. Bon, ça existe, hein, il y a même des gens qui le revendiquent. Bon. Mais je pense que fondamentalement, les professeurs engagent leur identité personnelle dans leur métier. Par exemple, quand on est professeur de mathématiques ou de philosophie ou d'histoire, c'est parce que déjà au cours de ces études, on a éprouvé de la passion pour ces disciplines-là. Ensuite, on les a étudiées. On a acquis généralement dans ces disciplines une grande expertise. On a des livres chez soi, on s'intéresse à ça. Voilà. Ça fait partie de l'identité personnelle. Et quand c'est atteint par des réformes un peu prises à la légère, bah, effectivement, ça démoralise. Donc, vous avez, ça c'est une évidence, vous avez une profession tout entière qui est dans une crise morale très profonde. Et puis, par-dessus le marché, comme le fondement de l'autorité morale d'un professeur, c'est son autorité intellectuelle. Et que son autorité intellectuelle, il ne peut plus l'exercer parce que même les conditions de son exercice ne sont plus réunies. Alors, il est exposé à des remises en cause et des contestations de la part de n'importe qui, du premier venu. Tout à l'heure, j'ai cité le rôle des parents d'élèves. Il faudrait y consacrer toute une émission tellement ce sujet est fondamental. Mais pour aller très vite, effectivement, vous avez de plus en plus de gens qui se permettent de contester l'enseignement donné par certains professeurs, de contester leur notation, de les accuser de tout et de rien parfois sur une absence totale de vraisemblance, je dis bien de vraisemblance. Et vous avez derrière une administration qui, en violation de tous les principes du droit, à commencer par celui de la présomption d'innocence, prend toutes les accusations qui sont portées contre un professeur avec la position de il n'y a pas de fumée sans feu, et donc avec l'idée que ce professeur doit être coupable. En tout cas, l'instruction est menée à charge. Et vous avez effectivement un tas de professeurs qui actuellement sont dans des situations incroyables, tout simplement parce qu'ils ont fait leur travail. Et que, quand je dis qu'ils ont fait leur travail, je vais donner un exemple très concret. Vous avez, par exemple, j'ai le cas, moi j'ai dû défendre des cas comme ça. Vous avez des professeurs qui ont mis de mauvaises notes à des élèves qui avaient rendu des devoirs qui étaient en fait pas faits par eux,
et qui leur ont demandé de refaire ces devoirs. Donc, c'était, voilà, ils faisaient leur travail. Et les parents mécontents ont considéré que ces professeurs avaient des exigences aberrantes, qu'ils terrorisaient leurs élèves, etc. Ils ont écrit soit au chef d'établissement, soit au recteur. Et dès qu'un rectorat, il y a des services entiers qui sont consacrés à ça dans les rectorats, on appelle ça des DRH, mais enfin, des directions des ressources humaines. Enfin, ça n'existait pas d'ailleurs il y a quelques années, ça date à peine 20 ans, cette création. Eh bien, dès que ces structures-là reçoivent des lettres de parents, ils envoient soit ils suspendent le professeur, soit ils envoient immédiatement des inspecteurs, en fait, pour vérifier que le professeur fait bien son travail. C'est-à-dire, en fait, comment dirais-je, ils le présupposent en tort et ne sont pas eux-mêmes capables de protéger le professeur contre ce type d'accusation. Ce qui fait qu'elles se multiplient et ce qui fait effectivement que vous avez parfois des situations dramatiques et des suicides, pratiquement tous les suicides qui se... J'en évoque quelques-uns dans mon livre, mais il y a aussi autre chose que les suicides. Il y a parfois soit des tentatives de suicide, soit autre chose, des dépressions graves, etc. Ont en fait pour origine des injustices qui sont subies par des enseignants qui ne sont pas du tout protégés par la hiérarchie. Alors, depuis Samuel Paty, on s'est rendu compte, parce que ce que je viens de vous dire là, c'est 90% de l'affaire de Samuel Paty. Hein. Il ne faut pas imaginer que Samuel Paty, c'est simplement un terroriste, etc. Non, ce sont des parents d'élèves qui, comme ça se passe tous les jours dans de très nombreux endroits, s'excitent contre des professeurs, font des courriers à l'inspection, au rectorat, etc. Parfois sur la base de mensonges purs et simples, comme ça s'est avéré le cas pour Samuel Paty. Vous savez quand même que l'élève qui l'a accusé n'était même pas à son cours. Mais moi, je me suis retrouvé avec là, cette année, par exemple, avec un professeur qui avait été accusé de montrer le tableau L'origine du monde de Gustave Courbet à des élèves et un proviseur qui s'est permis d'écrire un rapport là-dessus. Et à partir du moment où ça s'est fait, ça enclenche une espèce d'engrenage qu'on ne peut plus arrêter. Donc, oui, la situation, de ce point de vue-là, est assez grave. On a beaucoup parlé de France Télécom. L'éducation nationale, c'est 1 200 000 agents, et je pense qu'il y a effectivement un poids de silence terrible, parce que vous avez quand même des institutions, des organisations, et parfois même des syndicats qui ne font pas leur travail aussi, ou qui se contentent de faire des communiqués, de protester, de demander la réunion d'un comité d'hygiène et de sécurité. Mais parfois, enfin, c'est pas parfois, c'est que cela relève du pénal. Dans bien des cas, cela relève du pénal. Et il y a une responsabilité, non seulement des recteurs, des chefs de DRH, mais du ministre aussi. Nous, au syndicat Action et Démocratie, on est les seuls à avoir tenté de mettre en cause la responsabilité pénale du ministre en exercice, donc devant la Cour de la République, mais la commission des requêtes a rejeté notre demande au préalable en estimant qu'on ne montrait pas suffisamment la relation de cause à effet entre ce qu'on reprochait à Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire de ne pas appliquer la loi concernant la médecine de prévention, et puis le nombre de suicides qui avaient lieu dans l'éducation nationale. Mais on est les seuls à avoir fait ça, et cette seule action l'a mis, paraît-il, dans une rage folle contre nous, au point qu'il ne veut plus entendre parler de nous maintenant. Mais c'est vous dire à quel point les choses, effectivement, sont graves et sensibles. S'il y avait l'équivalent du procès France Télécom dans l'éducation nationale, ce serait le procès du siècle. Moi, je termine là-dessus, mais dans le cadre de mes fonctions syndicales, on est allé solliciter l'avis d'un avocat qui faisait partie
du pôle d'avocats qui a géré l'affaire France Télécom. Et quand on a commencé à lui raconter un peu la situation dans l'éducation nationale, il n'en revenait pas. Et il a dit que même par rapport au droit européen, les procédures de l'éducation nationale étaient hors des clous. Donc il y a encore de quoi faire. Voilà. Pour conclure, dans une des principales idées pour moi de votre livre, c'est le fait que finalement le problème de l'école réside essentiellement dans l'apprentissage et la maîtrise du français, ce qui débouche sur une crise de la parole. Alors, quelles sont les conséquences de cette crise de la parole, de cette crise du logos finalement pour la société? Est-ce que cette crise, qui est aussi une crise de l'éducation, elle reflète une crise plus profonde, peut-être d'une crise de notre civilisation? Ben, oui, bien sûr. En fait, malgré le titre, la désinstruction nationale, en fait, je ne parle pas que de l'école et que de la situation de l'école. Et sans vouloir me vanter, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais je pense que ce livre est en réalité un traité politique. Un traité politique au sens classique du mot, c'est-à-dire tel qu'on en faisait à l'époque où on écrivait encore des livres de philosophie. Ben, évidemment, j'illustre beaucoup mon propos par des anecdotes, parce que j'ai voulu écrire pour le grand public, et peut-être que j'aurais pu m'en abstenir finalement, mais je ne crois pas. Je crois que ça finira par être lu davantage. Mais la question, voilà, il y a un certain nombre de chapitres. Là, vous faites référence au deuxième chapitre où j'impose au lecteur presque un cours de philosophie sur la question du langage. Il y a aussi la question de la laïcité, il y a aussi la question de l'autorité. Il y a énormément, finalement, de choses qui sont liées entre elles sous le mot éducation. Vous savez, Rousseau disait à propos du livre de Platon le plus célèbre, La République, il disait que c'était un traité d'éducation. L'éducation, c'est le sujet majeur. Concernant effectivement la question que vous posez sur le langage, le langage au sens étymologique du terme, logos, qui en grec signifie aussi bien le langage que la raison, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal, tout simplement. Et à partir du moment où on ne prend plus soin de cette faculté, eh bien, c'est l'animal qui reprend le dessus. Platon compare la foule au gros animal, il qualifie la foule de gros animal, mais l'animal, nous sommes tous des animaux avec ses pulsions, etc. Mais quand l'animal, c'est-à-dire la bête, reprend le dessus, il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus d'ordre dans les rapports entre les individus entre eux, donc il n'y a plus d'ordre dans la cité. Il n'y a plus d'ordre à l'intérieur de soi non plus. Parce que finalement, qu'est-ce que le gouvernement de soi, sinon l'équivalent du gouvernement de la cité, simplement à l'échelle de chaque individu, où c'est le meilleur qui doit être à la place la plus haute, parce que c'est le meilleur c'est la meilleure partie de nous, dit Platon, qui est la juge de ce qui est meilleur pour nous, c'est-à-dire en fait la raison. Mais à partir du moment où on néglige cela, effectivement, on laisse en quelque sorte le règne des pulsions l'emporter et n'être en quelque sorte modéré que par la crainte de la sanction. C'est pas du tout ça l'éducation. On n'est pas éduqué quand on s'abstient de faire n'importe quoi simplement parce qu'on a peur d'être pris. On est éduqué quand on est capable d'exercer un jugement sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut, etc., etc. Et donc, oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense effectivement que c'est la civilisation tout entière qui est en jeu dans la question de l'éducation. Et en quelque sorte, c'est l'instruction ou le chaos, enfin la violence, avec
les lois qui sont la réponse facile et courte, mais faute d'avoir pris la voie longue qui est la voie de l'éducation. Et donc, plus on multiplie les lois pour faire se comporter à peu près bien des gens qu'on n'a pas éduqués, eh ben, plus on entretient finalement le problème que l'on croit résoudre, simplement parce qu'on ne s'attaque pas à la vraie solution, qui est effectivement celle de l'éducation. Ouais, finalement, cette prise de la parole, elle facilite aussi une dictature du sentiment et de l'émotion, puisque la raison, finalement, a quasiment disparu. Oui, enfin, de l'émotion, pas du sentiment, justement, parce que le sentiment, c'est pas la même chose que l'émotion. C'est même le contraire, en fait. L'émotion, comme le nom l'indique, hein, vous retrouvez la notion de mouvement dans l'émotion. L'émotion, c'est le régime intérieur des mouvements du corps humain. Donc, c'est la peur, c'est la colère, c'est en dessous du langage. La forme la plus courante de l'émotion, sa forme la plus répandue, c'est la passion. C'est-à-dire que c'est en fait l'émotion qui se met en parole et puis qui se répand par l'intermédiaire des représentations. Mais le sentiment, c'est exactement le contraire, en fait. Le sentiment, c'est la reprise volontaire de l'émotion et c'est le fait de surmonter l'émotion sans la nier. Par exemple, le sentiment qui correspond à l'émotion qui est la peur, c'est le courage. Et le courage, c'est pas la négation de la peur, c'est la peur éprouvée, mais en même temps surmontée. C'est Alain qui fait cette distinction entre sentiment, émotion et passion, en disant que ce sont les 3 degrés de l'affectivité humaine. Mais là, nous sommes dans une situation où on est entre l'émotion et la passion. Pour atteindre le sentiment, il faut effectivement développer la raison, quoi. Et donc la culture, la vraie culture. Merci beaucoup, René Chiche. Merci à vous.